Merci Amine et merci aux organisateurs de m'avoir invité ici pour parler du cannabis. Donc en fait, moi j'ai une double casquette. En fait, je travaille dans le service clinique du docteur Laccueil, dans le service d'addictologie à l'hôpital Sainte-Anne, et je travaille aussi avec Marie-Odile Krebs dans l'unité 894 de l'INSERM. Alors, avec Marie-Odile Krebs, nous avons été sollicités pour parler et pour réfléchir et pour recueillir les dernières données concernant les substances psychoactives, les jeux de hasard d'argent, les jeux vidéo et Internet pour une expertise collective INSERM qui n'est pas encore parue, qui va paraître d'ici la fin de l'année. Et nous étions plus particulièrement chargés de nous occuper de la question du cannabis. Donc là, c'est un peu en avant-première, puisque ce rapport n'est pas encore publié. Alors, je vais parler donc des effets. Alors, la mission qui nous avait été confiée concernant cette expertise collective, c'était quels sont les effets néfastes du cannabis pour la santé, particulièrement chez les jeunes âgés entre 15 et 25 ans. La littérature mondiale ne se limite pas aux jeunes, et donc j'ai essayé de colliger l'essentiel de la littérature sur ce sujet, même au-delà des jeunes. Et donc, ce qui ressort le plus en termes de fréquence, ce sont d'abord les troubles cognitifs induits par la consommation de cannabis, les effets addictogènes du cannabis, les comorbidités psychiatriques, notamment les troubles psychiatriques induits par le cannabis. Il y a une interaction très, très, très forte entre troubles psychiatriques et consommation de cannabis. Et puis, je serai plus bref sur les effets somatiques à long terme induits par le cannabis et sur les conséquences fonctionnelles à court et moyen terme. Alors, la première chose, ce sont les troubles cognitifs induits par la consommation de cannabis sur lesquels j'ai un peu m'appesantir. On n'a pas de données réelles sur la fréquence des troubles cognitifs chez les patients qui sont consommateurs réguliers de cannabis. Alors, j'ai une étude personnelle, j'ai interrogé moi-même 175 patients dépendants au cannabis sans comorbidité psychiatrique grave, c'est-à-dire ni trouble bipolaire ni schizophrénie, et je les ai interrogés sur les effets principaux du cannabis chez ces patients. Et vous voyez qu'à côté de la décontraction, la détente, qui est l'effet principal qui est recherché par les sujets rapportent des troubles de la mémoire et des troubles de l'attention-concentration. 85% des sujets rapportent des troubles de la mémoire. Maintenant, ce sont des effets subjectifs qui ne sont pas étayés par des tests neuropsychologiques. Alors, quels sont les troubles cognitifs induits par la consommation de cannabis lors d'une prise unique? Alors, chez l'animal, le cannabis induit, en prise unique, aiguë, des troubles de la mémoire de travail. Il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré. Et chez l'homme, chez le volontaire sain, le cannabis induit des troubles de l'attention et des troubles de la mémoire, et notamment de la mémoire de travail. Et ces troubles surviennent dans les 6 heures suivant la consommation de cannabis. Et il y a eu, il y a quelques années, des protocoles expérimentaux chez des volontaires sains, en double aveugle contre placebo, par voie orale ou par voie intraveineuse, de delta-9 THC, qui, comme vous le savez, est le principe actif du cannabis. Et effectivement, quand les sujets reçoivent du delta-9 THC en aigu, le delta-9 THC induit des troubles de la mémoire du travail et de l'affluence verbale. Et d'où ces troubles de la mémoire de travail et ces troubles de l'attention entraînent un ralentissement du temps de réaction, des troubles des fonctions exécutives et en particulier des troubles de la planification et de la prise de décision qui ont été évalués par un certain nombre de tests comme le test de RAID, DigiSpan, Baddeley Reasoning Task. Alors, ces effets en aigu surviennent essentiellement lors de la consommation aiguë, et vous savez que le THC, lorsqu'il est consommé par inhalation, lorsqu'il est fumé, le taux plasmatique maximal survient à peu près à 30 minutes après le début de la consommation, puis il descend rapidement. Il est métabolisé en delta-9 THC-COH, qui est lui-même psychoactif. Donc les effets cognitifs de la prise de cannabis en aigu durent le temps de l'intoxication.
et généralement ne dépasse pas 6 heures ou 24 heures après le début de la consommation. Donc ça, c'était ce qui concernait la consommation aiguë de cannabis. En ce qui concerne la consommation chronique de cannabis, ça a été évalué chez l'animal. Et donc chez le rat, l'administration d'agonistes des récepteurs CB1, delta 9 THC ou d'autres agonistes des récepteurs CB1, lors de l'adolescence, induit des altérations de la mémoire de travail et de la mémoire à court terme qui persistent au-delà de la période d'exposition. C'est-à-dire que l'animal adulte, qui n'est plus exposé au delta 9 THC, continue à présenter des troubles cognitifs lorsqu'il a été exposé au cannabis durant l'adolescence. Et ça, c'est une étude qui a été faite dans notre laboratoire dirigé par Mère-Odile Krebs. D'autre part, l'administration chronique de delta 9 THC est neurotoxique, notamment dans les régions riches en récepteurs cannabinoïdes, et en particulier, tout particulièrement dans l'hippocampe, qui, comme vous le savez, est un des principaux centres de la mémoire. Et les troubles de la mémoire chez l'animal s'accompagnent d'une réduction du nombre et de la longueur des dendrites dans l'hippocampe, mais aussi dans l'amygdale, autre centre de la mémoire. C'était chez l'animal. Chez l'homme, dans de nombreuses études cas témoins, la consommation chronique de cannabis, alors consommation chronique de cannabis, généralement dans les études qui ont été faites, n'est pas quantifiée, et quand elle l'est, j'ai pris le minimum, et le minimum de consommation chronique, c'était au moins une fois par semaine sur une période minimale de 3 ans. Donc c'est une consommation quand même relativement conséquente. Et cette consommation régulière, elle est significativement associée à des troubles cognitifs, en particulier des troubles de l'attention, de la mémoire de travail et de la mémoire épisodique avec des altérations de l'encodage, du stockage et du rappel de l'information, et ainsi que des troubles du traitement de l'information. Alors, ce sont les troubles qui sont induits par la consommation chronique, mais il y a des facteurs de risque plus importants que d'autres, et notamment les troubles cognitifs sont plus importants lorsqu'ils sont induits par la consommation chronique, avec la fréquence de la consommation, c'est-à-dire que plus un sujet consomme, plus les troubles cognitifs sont importants, et également à la durée d'exposition. Plus la durée d'exposition est grande, plus les effets cognitifs du cannabis sont marqués. Autrement dit, il y a un effet dose lié au cannabis, premièrement. Et deuxièmement, les effets cognitifs induits par la consommation régulière de cannabis sont liés aussi à la précocité des premières consommations, et tout particulièrement avant l'âge de 15 ans. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Et puis enfin, aussi, c'est lié aussi aux taux les plus élevés de delta 9 THC. Et vous savez que l'herbe contient essentiellement du delta 9 THC et peu de cannabidiol, alors que la résine de cannabis contient du delta 9 THC avec du cannabidiol, et le cannabidiol est un autre cannabinoïde psychoactif contenu dans le cannabis et qui a pour propriété d'atténuer les effets du delta 9 THC. Donc, troubles de la mémoire, troubles de l'attention induits par la consommation de cannabis, d'où des troubles des fonctions exécutives. Donc la consommation de cannabis induit donc également des troubles des fonctions exécutives, en particulier des troubles de planification, capacités adaptatives, des capacités d'établir des priorités, des troubles de la flexibilité mentale, de la résolution de problèmes, des capacités créatrices, qui ont été évalués par un certain nombre de tests, dont le plus connu est le Wisconsin Card Sorting Test. Et donc ces troubles des fonctions exécutives entraînés par la consommation de cannabis peuvent entraîner une gêne dans les activités quotidiennes, donc avec des altérations des performances psychomotrices dans les activités quotidiennes, et je parlerai à la fin, notamment, c'est particulièrement net, pour une activité fréquente qui est la conduite automobile, j'en reparlerai à la fin. Les cannabinoïdes interfèrent également avec l'estimation du temps, qui est indispensable pour l'adaptation à l'environnement, puisque les patients signalent généralement un ralentissement du temps. Et les résultats sont par contre plus nuancés, plus contrastés, suivant les études, concernant d'autres tâches cognitives, par exemple notamment l'influence verbale, les capacités d'abstraction, la prise de décision et la prise de risque. Et donc, comme pour la mémoire et comme pour l'attention, les troubles des fonctions exécutives, elles sont d'autant plus marquées que la consommation est importante, qu'elle est régulière, et encore une fois, que la consommation est précoce.
comme l'a montré l'étude de Dunedin Study en Nouvelle-Zélande, sur laquelle je vais y revenir, et une autre étude brésilienne, l'étude de Fontes, qui a retrouvé que les troubles cognitifs étaient plus sévères chez les sujets avec une consommation pathologique de cannabis, abus-dépendance, qui a commencé avant l'âge de 15 ans. Donc les sujets qui ont commencé leur consommation de cannabis avant l'âge de 15 ans ont des troubles cognitifs beaucoup plus marqués que ceux qui ont commencé après l'âge de 15 ans. Et puis, il y a eu cette étude qui a fait couler beaucoup d'encre l'été dernier, qui est une étude néo-zélandaise, donc de la cohorte de Dunedin, et qui a montré l'impact du cannabis à très long terme. Et donc, cette étude faisait partie donc de cette cohorte de Dunedin, dont vous savez que c'est une étude prospective, longitudinale, qui a évalué le devenir d'à peu près un peu plus de 1000 sujets qui sont nés en 1972, et cette cohorte de sujets a été suivie jusque récemment en Nouvelle-Zélande. Et l'objectif de cette étude était bien plus large que l'estimation de la consommation de cannabis, c'était explorer les facteurs de risque des troubles non seulement psychiatriques, psychopathologiques, mais aussi somatiques, survenant chez ces sujets. Et ils ont été évalués très régulièrement de la naissance jusqu'à l'âge de 38 ans, date à laquelle les dernières études ont été publiées. Et donc, ont été évaluées régulièrement leurs capacités cognitives. Et le QI et les capacités cognitives des sujets consommateurs de cannabis ont été comparés à des sujets non consommateurs, des sujets occasionnellement consommateurs et des sujets consommateurs réguliers, c'est-à-dire au moins 4 fois par semaine. Donc ils ont été bien évalués à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire avant, et c'était tout l'intérêt de l'étude, c'était avant le début de la consommation de cannabis, puis régulièrement, et enfin à l'âge de 38 ans. Alors cette étude a confirmé que les consommateurs de cannabis présentaient plus de troubles cognitifs que les sujets abstinents, et que ceci était indépendant du niveau scolaire. C'était quel que les sujets soient en primaire ou ayant fait des études supérieures, c'est exactement la même chose. Et à l'âge de 38 ans, les sujets dépendants au cannabis qui avaient débuté leur consommation avant l'âge de 18 ans présentaient en moyenne une baisse de 8 points au QI par rapport aux sujets qui avaient commencé leur consommation après. Alors, cette étude a été critiquée puisque sur les 1000 sujets, tous n'avaient pas consommé du cannabis et tous ne consommaient pas régulièrement du cannabis. Et ceux qui étaient inclus dans cette étude, ça concernait à peu près une trentaine de sujets, mais 30 sujets, c'est suffisant pour avoir des analyses statistiques. C'était suffisant pour avoir des analyses statistiques valables. Et donc, l'influence, là encore, était plus importante que la quantité cumulée consommée. Et la baisse de performance touchait de façon similaire les sujets ayant fait des études supérieures et ceux qui avaient des niveaux moins élevés. Et ces résultats étaient indépendants de biais qui avaient été pris en compte, notamment la consommation d'alcool, la consommation d'autres drogues, la dépendance au tabac ou l'existence de troubles psychotiques. Donc relativement liés au cannabis et pas à autre chose. Alors, est-ce que ces troubles cognitifs ont-ils une traduction neurobiologique ? Semble-t-il. Il y a un certain nombre d'études qui l'ont suggéré, d'autres non. Par exemple, cette étude-là qui a étudié le cerveau de consommateurs de cannabis importants, dépendants, donc des sujets qui consommaient quotidiennement du cannabis pendant plusieurs années. Et cela, par rapport aux sujets qui consommaient occasionnellement du cannabis, et au sujet contrôle, avait une réduction de 12% de substances grises au niveau de l'hippocampe. Et alors, toutes les études ne vont pas dans ce sens, et il se trouve que ce matin, en faisant ma revue de presse, j'ai vu passer donc, une méta-analyse qui a reviewé l'ensemble de toutes les études d'imagerie cérébrale qui ont été faites chez des sujets dépendants au cannabis, chez des sujets qui ne souffraient pas d'affections psychiatriques lourdes, en particulier pas de troubles bipolaires, pas de troubles schizophréniques. Et que dit cette méta-analyse ? Effectivement, certaines études retrouvent des anomalies, qui sont généralement au niveau hippocampique. D'autres études ne retrouvent pas d'anomalies. Généralement, les études qui ne retrouvent pas d'anomalies ont évalué le cerveau de sujets qui sont des consommateurs occasionnels, et non pas réguliers et encore moins dépendants, alors que les études qui ont retrouvé des altérations, notamment au niveau hippocampique
et éventuellement dans d'autres régions qui sont riches en récepteurs cannabinoïdes CB1, là retrouvent des anomalies. Donc, ce n'est pas chez tout le monde. Il y a des anomalies chez les sujets qui ont consommé beaucoup, régulièrement, depuis longtemps, et surtout précocement. Alors on sait par ailleurs, il y a une très belle étude qui est parue dans Molecular Psychiatry l'année dernière, qui montre que la consommation de cannabis induit une down-regulation des récepteurs cannabinoïdes CB1. Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée sur l'implication clinique de ces résultats. Mais c'est intéressant. Peut-être ça pourrait expliquer les manifestations de sevrage, mais ce n'est pas sûr. Alors, ce qui est très intéressant aussi maintenant, c'est donc effectivement, il y a quand même un certain nombre d'arguments pour dire que la consommation de cannabis régulière, pas occasionnelle mais régulière, induit des troubles cognitifs. L'intérêt, c'est que deviennent ces troubles cognitifs après l'arrêt de la consommation. Si les gens arrêtent leur consommation de cannabis, les troubles attentionnels et les troubles de la mémoire de travail chez les consommateurs réguliers ont tendance à disparaître dans le mois suivant l'arrêt de la consommation. C'est plutôt rassurant. Et il y a une méta-analyse qui est parue l'année dernière de 13 études ayant évalué la persistance des troubles cognitifs après sevrage, qui a conclu à l'absence de troubles cognitifs globaux résiduels au-delà de 25 jours d'abstinence. Donc là, c'est plutôt rassurant. Mais toutes les études ne vont pas dans ce sens. Et certaines études retrouvent quand même quelques petites altérations de la mémoire épisodique induites par la consommation de cannabis qui peuvent persister après 3 semaines de sevrage. Et puis, au niveau central et périphérique, nous avons montré là aussi, publié en début de l'année, que chez les consommateurs réguliers de cannabis, il pouvait y avoir quelques petites altérations fines de la motricité, notamment d'origine cérébelleuse. Ce qu'on appelle les soft signs, neurological soft signs. Alors, ce qu'il faut savoir concernant la récupération, c'est que les études chez les adolescents, ce n'est pas tout à fait pareil chez les adolescents que chez les sujets adultes. Chez les adolescents, il y a un certain nombre d'études qui suggèrent que les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire verbale et de la planification persistent au-delà de 4 à 6 semaines après le sevrage. Donc plus longtemps que chez les sujets adultes. Et dans les études les plus récentes, il y a des troubles subtils de planification et de prise de décision qui peuvent persister au-delà de 3 ou 4 semaines de sevrage. Et là encore, on a peu de données sur le devenir ultérieur. Et je reviens à l'étude de Dunedin, l'étude longitudinale sur période de... Non, ça c'est encore une autre étude, excusez-moi. Une autre étude longitudinale sur une période de 8 ans, les consommateurs qui arrêtent leur consommation de cannabis, donc des consommateurs qui ont une consommation régulière, ont de meilleures performances de la mémoire immédiate que les sujets qui continuent à consommer. Donc, ce qui est quand même rassurant, c'est que globalement, quand on arrête la consommation de cannabis, il y a quand même globalement une relativement bonne récupération des troubles cognitifs, mais pas entièrement complète. Et là, ce qui différencie les individus, c'est la précocité de la consommation. Ceux qui ont commencé après, à l'âge adulte, récupèrent relativement bien, alors que ceux qui ont commencé tôt, avant l'âge de 15 ou 18 ans, eux ont plus de mal à récupérer. Et donc là, je reprends l'étude de Dunedin. Ceux qui avaient commencé à l'âge de 17 ans ne récupèrent pas complètement leur fonction cognitive après l'arrêt de la consommation, même après un arrêt d'au moins 1 an. Donc ça, c'est le premier facteur. Il y a un autre facteur qui joue, c'est le niveau de la consommation. Les études qui ont montré des altérations résiduelles sur les fonctions exécutives sont celles qui ont évalué les sujets qui avaient consommé les plus grosses quantités et pendant le plus longtemps. Donc il y a vraiment, clairement, un effet dose. Voilà en ce qui concerne les effets cognitifs. Maintenant, les effets addictogènes. Quelle est la fréquence de la dépendance au cannabis ? Nous ne disposons pas de chiffres français, on a des chiffres européens. En Europe, la prévalence sur 12 mois de la dépendance au cannabis en population générale a été estimée à peu près à 1% en 2010. Et aux États-Unis, d'après l'étude NESARC, c'était sur la vie entière 1,3%. Et sur les 12 mois, 0,3%. Donc peut-être un petit peu moins qu'en Europe. Alors, j'ai repris la définition de DSM-5 qui vient de paraître, mais qui n'a pas été traduite, en français. Donc je vous ai proposé
une traduction personnelle. La dépendance au cannabis dans le DSM-5 est définie comme ça. Donc, c'est l'usage problématique de cannabis, entraînant au moins 2 des manifestations à un moment quelconque d'une période continue de 12 mois. Donc, 2 critères parmi les 11. 1, le cannabis est pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu. 2, le désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'utilisation de la substance. 3, beaucoup de temps passé pour obtenir la substance, à utiliser le produit ou à récupérer de ses effets. 4, le craving, c'est-à-dire le désir irrésistible de consommer du cannabis. 5, des difficultés à remplir ses obligations professionnelles, scolaires ou familiales à cause de la consommation répétée. 6, utilisation de la substance poursuivie malgré des problèmes relationnels ou sociaux persistants susceptibles d'avoir été causés ou exacerbés par le cannabis. 7, des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de substances. 8, consommation répétée de cannabis dans des situations potentiellement dangereuses comme la conduite automobile, monter sur une échelle, manipuler des armes, etc. 9, utilisation de la substance poursuivie malgré des problèmes psychologiques ou physiques persistants susceptibles d'avoir été causés ou exacerbés par la substance. 10, tolérance définie par l'un des symptômes, besoin de quantité plus forte de la substance pour obtenir une intoxication. Effet diminué en cas d'usage continu de la même quantité de substance. Et dernier critère, manifestation de sevrage avec un syndrome spécifique ou la consommation de cannabis pour diminuer les symptômes de sevrage. Ces 2 derniers critères étant caractérisant les sujets les plus dépendants. Alors, question, un témoignage, Brad Pitt, en 2009, a révélé dans un magazine avoir abusé des pétards dans sa jeunesse, et il disait « J'aimais bien fumer de l'herbe, mais du coup, j'étais un peu dans mon monde, alors j'en ai eu marre, je devenais une espèce de gros donut, et du coup, je me suis barré aussi loin que possible de tout ça. » Donc, il aurait intéressé de lui passer les critères des DSM-5. En tout cas, il avait des effets probablement cognitifs qu'il interprétait sous la forme de gros donuts. Les critères de sevrage du cannabis dans le DSM-5, qui n'existaient pas dans le DSM-4, c'est l'arrêt d'une utilisation de cannabis qui a été massive et prolongée, avec au moins 3 des manifestations suivantes: irritabilité, colère ou agressivité, nervosité ou anxiété, troubles du sommeil, appétit diminué ou perte de poids, agitation, humeur dysphorique ou dépressive, symptômes somatiques, douleur abdominale, tremblement, sueur, fièvre, frisson, céphalée. Dans l'étude personnelle que j'ai faite sur 175 patients dépendants au cannabis, non dépendants à d'autres substances, hormis l'alcool, essentiellement c'était 90% l'irritabilité, la nervosité et les troubles du sommeil. Voilà, 75% plutôt. Quand on regroupe les deux, 75% d'anxiété, d'irritabilité plus l'insomnie, ça faisait à peu près 96% des sujets dépendants au cannabis avaient au moins un de ces signes de sevrage. Donc, ce qui caractérise le sevrage au cannabis, c'est qu'il est retardé par rapport aux autres sevrages, puisque, comme vous le savez, le delta-9-THC se fixe sur les graisses et donc relargué progressivement. Et du coup, le syndrome de sevrage au cannabis dure dans le temps et diminue au bout de plusieurs semaines. Alors là encore, la précocité de la consommation en termes de dépendance est important, puisque là encore, plus la consommation est précoce, plus le risque de dépendance ultérieure est important. Et il y a un certain nombre d'études longitudinales qui l'ont montré, ou d'études de jumeaux, qui ont bien montré ça. Alors maintenant, les comorbidités psychiatriques et la dépendance au cannabis. Alors, dans l'étude NESARC, une grosse étude épidémiologique faite en population générale sur plus de 43 000 sujets, on s'aperçoit que les comorbidités psychiatriques sont extrêmement fréquentes, que ce soit sur la vie entière ou actuellement, en particulier les troubles de l'humeur, comme vous le voyez. Près de la moitié des sujets dépendants au cannabis. Alors on parle de dépendance au cannabis, on est bien d'accord, on ne parle pas d'usager simple, on parle de dépendant. À peu près la moitié ont des troubles de l'humeur dans les 12 mois précédant l'enquête, et près des 2 tiers ont eu un trouble de l'humeur au cours de leur vie. À peu près un peu plus de 40% a des troubles anxieux dans les 12 mois précédant l'enquête, et à peu près la moitié au cours de leur vie. Et puis vous voyez aussi, 60% ont aussi des troubles de la personnalité, donc évidemment, c'est très intriqué avec la consommation, avec la dépendance au cannabis. Encore une fois, on est dans la dépendance, on n'est pas dans l'usage. Alors c'est des chiffres que j'ai retrouvés dans une étude clinique sur 175 patients, donc non dépendants à d'autres substances, sans comorbidité psychiatrique majeure, c'est-à-dire pas de trouble bipolaire, pas de schizophrénie. Effectivement,
j'ai retrouvé un tiers de troubles dépressifs, un tiers de troubles de la personnalité, notamment dans le registre psychopathique, un tiers de troubles anxieux, notamment des troubles anxieux généralisés. Et puis aussi, il n'y a pas que les troubles catégoriels psychiatriques, il y a aussi la plupart de ces sujets, la moitié d'entre eux a déjà reçu un traitement anxiolytique auparavant, et plus d'un tiers avait déjà reçu un traitement antidépresseur avant de consulter pour sa dépendance au cannabis. Alors la grosse difficulté, quand on parle de dépendance au cannabis et de troubles psychiatriques, c'est de déterminer les sens de causalité. Puisque, comme vous le savez, quand on voit les patients qui ont un double diagnostic, troubles psychiatriques et dépendance au cannabis, les troubles psychiatriques peuvent précéder l'addiction, et le cannabis servant entre guillemets d'automédication, mais les troubles psychiatriques peuvent être induits par la consommation, je vais y revenir, ou évidemment ça peut être bidirectionnel. Ou les troubles psychiatriques et addiction sont favorisés aussi par des facteurs communs, et en particulier des troubles de la personnalité, dont vous avez vu qu'ils sont fréquents. Alors en ce qui concerne les troubles dépressifs, alors parfois le cannabis peut être considéré comme une automédication de sujets déprimés, mais les études longitudinales ont montré que le cannabis avait plutôt tendance à augmenter le risque de dépression, dans des proportions relativement modestes, hein, en particulier dans des populations de sujets jeunes. Donc là, j'ai repris la méta-analyse de Moore, il y a déjà 5 ans, et qui montre un petit effet du cannabis qui favoriserait la dépression. Alors ça, on peut le voir en pratique clinique. Quand on fait des grilles de balance décisionnelle avec les patients, ils font leur grille, ils les ramènent à les consultations suivantes. Et ça, par exemple, donc pour les avantages et les inconvénients de la consommation, il fait son questionnaire. Et contre la consommation, vous voyez, il va marquer, alors que la plupart des sujets ne vont pas mettre ça, contre la consommation, il y a dépression, perte de l'estime de soi, et pour l'arrêt, moins déprimé. Donc ça, c'est un sujet qui, d'emblée, on va être orienté chez ce sujet-là vers la recherche d'un trouble de l'humeur induit ou comorbide avec la dépendance au cannabis. Alors les troubles anxieux sont également fréquents, les troubles anxieux primaires, mais aussi induits par le cannabis, puisque vous savez, il y a près de 20% des usagers de cannabis qui décrivent des attaques de panique induites par le cannabis, mais qui spontanément disparaissent avec l'élimination du THC de l'organisme. Donc ça, généralement, ça ne pose pas de problème. Et le plus gros problème, c'est que cette anxiété peut être aussi induite par le cannabis, par le fait de biais de manque du syndrome de sevrage, et que le matin, en se levant, le sujet, en manque de cannabis, va être un peu irritable, un peu anxieux, un peu comme les fumeurs de cigarettes, les fumeurs de tabac, c'est un peu la même chose. Au réveil, ils se réveillent irritables et ils ont envie ils se sentent un peu irritables, ça les pousse à reconsommer. Et donc ça, dans ma population, je retrouvais quand même les 3/4 des sujets qui décrivaient des manifestations de sevrage à type d'anxiété et d'irritabilité. Alors cela, dans les grilles décisionnelles, celui-là, par exemple, il va répondre, ça c'est un exemple de patient qui m'a répondu, les avantages de la consommation, bon, il y a l'euphorie, le bien-être, ça, on rencontre ça tout à fait régulièrement chez les patients, mais être moins timide, faciliter les rencontres, ça, c'est pas quelque chose qu'on rencontre habituellement chez les patients qui n'ont pas de comorbidité, et donc celui-là, clairement, on va s'orienter vers une exploration de troubles, notamment de personnalité phobique ou troubles phobie sociale. Alors, les troubles de la personnalité, tous les troubles de la personnalité sont représentés, en tout cas dans l'étude NESARC. C'est surtout les troubles de la personnalité antisociale, obsessionnelle compulsive, ça c'est un peu en décalage avec la pratique clinique que j'ai, mais bon, peut-être. Troubles de personnalité paranoïaque, schizoïde, etc. Les troubles bipolaires. L'étude NESARC retrouve quand même presque un tiers des sujets dépendants au cannabis, alors dépendants, hein, pas simples usagers, qui avaient présenté un épisode maniaque. Donc c'est quelque chose sur lequel, en clinique, nous ne sommes peut-être pas assez suffisamment attentifs, mais qui semblerait plus fréquent qu'on ne le pense. Et puis, pour finir, sur les comorbidités psychiatriques, la question des cannabis et troubles psychotiques. Alors ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Le cannabis est-il un facteur de risque de troubles psychotiques? Peut-être, sans doute même, sûrement, mais c'est rare. C'est rare, mais c'est grave. Donc c'est pas quelque chose qui est tout à fait récent, puisque déjà en 1845, c'est-à-dire plus d'un siècle et demi, Moreau de Tours, qui a donné son nom à notre unité, avait déjà décrit des effets psychotomimétiques du cannabis en 1845. Donc c'est pas tout à fait récent. Et puis, toujours dans mon étude clinique, j'ai retrouvé quand même
chez des sujets dépendants au cannabis, un tiers qui signale quand même des effets parano. Alors les effets parano, ils connaissent bien, hein, c'est de temps en temps, on fume du cannabis et puis on a l'impression que celui-là, pourquoi il me regarde comme ça, qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi il me regarde comme ça, est-ce qu'il n'irait pas dans mes pensées. Bon, c'est quelque chose qui arrive et puis qui disparaît spontanément et dont la plupart des sujets savent d'ailleurs que c'est lié au cannabis et puis ça disparaît spontanément. Donc ça, c'est les troubles induits. Mais il n'y a pas que les troubles induits. Quand on fait des études longitudinales, pour répondre à la question y a-t-il une augmentation du risque de troubles psychotiques par la consommation de cannabis, il y a 9 études longitudinales qui vont effectivement dans ce sens-là, que effectivement, la consommation de cannabis effectivement, a tendance à augmenter le risque de troubles psychotiques. C'est une augmentation du risque, ce n'est pas une causalité. Il y a à peu près la moitié des jeunes français et européens et dans d'autres pays qui a consommé du cannabis, ce n'est pas pour autant qu'ils vont devenir, c'est pas une causalité, ils ne vont pas tous devenir schizophrènes. Heureusement, seule une infime minorité va avoir son risque augmenté. Alors c'est un risque, mais qui a un facteur de risque qui est multiplié par 2 quand même. Et donc, ça ne touche pas n'importe qui. Hein, là encore, il y a un effet dose. Plus on consomme, plus le risque augmente. Et ça a été confirmé par plusieurs études et des méta-analyses. Ce risque, il est spécifique au cannabis. Il n'est pas retrouvé avec d'autres substances, notamment pas avec le tabac ni avec l'alcool. Et il y a une plausibilité biologique, puisqu'il y a des anomalies du système endocannabinoïde dans la schizophrénie. Alors, ce risque, il est très augmenté chez les sujets prédisposés. Sujets prédisposés, ça veut dire des sujets qui ont des antécédents familiaux de troubles psychotiques, donc des parents, des grands-parents, des oncles, tantes, cousins, frères et sœurs, dans la fratrie, qui ont des antécédents familiaux de psychotiques. Et là encore, il y a une augmentation du risque chez les sujets qui ont commencé leur consommation avant l'âge de 15 ans. Alors, bon, j'avais fait il n'y a pas longtemps une petite revue sur la question. Manifestement, le cannabis précipite, fait rentrer les jeunes psychotiques, qui seraient devenus psychotiques plus tôt dans la maladie, mais à un âge particulièrement crucial, parce que l'âge, c'est l'adolescence. Donc au lieu de rentrer dans la psychose à 21 ans, comme c'est l'âge moyen, ils rentrent à 18 ans, c'est-à-dire avant d'avoir terminé leurs études, et donc ça va augmenter leur handicap social dû à la maladie psychotique. Alors j'aime bien ce schéma-là, qui est le schéma de Robin Murray et Jim Vanos, qui explique bien les choses, qui explique bien comment ça se passe. En fait, dans le modèle neurodéveloppemental de la maladie schizophrénique, sur un terrain génétique prédisposé, un certain nombre d'individus vont être exposés à un certain nombre de traumatismes précoces, notamment obstétricaux, là où il y a les flèches. Alors ça, je ne sais pas comment ça marche. Là, vous voyez des petites flèches, c'est là où il y a des troubles obstétricaux. Et puis, au fur et à mesure du temps, à l'adolescence, un certain nombre de sujets vont, du fait de leur terrain génétique, avoir des petits signes prodromiques de la schizophrénie, mais les deux tiers d'entre eux vont revenir à la normale, alors que certains, notamment qui vont fumer du cannabis, eux, vont faire une transition vers un trouble psychotique. Et évidemment, ça concerne moins des sujets totalement indemnes d'antécédents. Donc, le cannabis peut être un facteur de risque. Ça touche peu de sujets, mais c'est grave pour ces sujets-là. Et chez les sujets schizophrènes ont une vulnérabilité particulière à la dépendance au cannabis, et beaucoup d'entre eux, à peu près 30%, sont dépendants au cannabis, et ça pose beaucoup de problèmes dans les services de psychiatrie, parce que ça les aggrave, la consommation régulière de cannabis aggrave la symptomatologie positive, aggrave la pathologie négative, et même a un impact sur le cerveau, comme vous pouvez le voir sur cette étude néerlandaise qui a suivi. Au bout de 5 ans, il y a une perte, là où c'est en rouge et en bleu. En bleu, c'est une petite perte, et en rouge, beaucoup de pertes de substances grises chez les patients schizophrènes qui sont dépendants au cannabis au bout de 5 ans. On ne voit pas ces anomalies-là au bout d'1 an, mais on les voit au bout de 5 ans. Alors, j'ai bientôt fini. Brièvement, les effets somatiques à long terme induits par la cannabis. Alors, ça, ils sont beaucoup retardés, ceux-là. Ils ne touchent pas les adolescents, et ils vont toucher les plus tard. Encore que. Ce sont surtout des complications respiratoires, donc ça va aggraver les sujets qui ont l'asthme de l'emphysème au niveau respiratoire.
Il y a des taux de goudron élevés, et il y a quelques études qui montrent que le cannabis pourrait être carcinogène, et ces effets carcinogènes sont indépendants et s'ajoutent à ceux du tabac. Alors j'attire votre attention aussi chez les tout jeunes qui ont certaines modalités de consommation du cannabis qui est différente des consommations habituelles par le joint, qui est la consommation par bang. Les bangs sont des pipes à eau qui, chez les très jeunes, qui ne les achètent pas sur Internet, fabriquent des pipes à eau artisanales avec des petites bouteilles en plastique telles que celles qui sont sur la table. Donc ils prennent des bics, ils font consumer le cannabis là-dedans, ils respirent par l'extrémité de la bouteille. Et le gros problème, nous disent les pneumologues, c'est que ce faisant, ils inhalent énormément de dérivés de combustion du plastique, et c'est relativement toxique pour les poumons, mais nous n'avons pas encore d'études qui le démontrent scientifiquement. Et puis, ce qui inquiète beaucoup les neurologues, c'est les complications cardiovasculaires, puisque non seulement maintenant c'est reconnu comme un facteur de risque d'infarctus, mais aussi il y a de nombreuses observations de sujets gros consommateurs de cannabis qui font des accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a un certain nombre de séries de cas qui est paru là tout à fait récemment. Et puis globalement, quelles sont les conséquences fonctionnelles à court et moyen terme ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est essentiellement lié aux altérations cognitives, c'est le risque d'accident. Le risque d'accident, c'est la première cause de surmortalité, d'après une étude de registre danoise. Première cause de surmortalité chez les sujets dépendants au cannabis, dépendants, pas usagers, dépendants au cannabis, c'est celle qui est liée aux accidents. Donc avec un SMR de 8, avant la surmortalité liée au suicide et avant la surmortalité liée aux homicides et à la violence. Et c'est lié aux altérations cognitives que j'ai citées tout à l'heure. Et il y a une méta-analyse qui est parue l'année dernière qui indique aussi que les conducteurs qui ont consommé du cannabis dans les 3 heures avant de prendre le volant ont un risque multiplié par 2 de provoquer un accident de la route entraînant des blessures graves ou un décès par rapport aux non-consommateurs. Et j'ai pris cette photo-là, drame de la 113 à Carcassonne, pris dans le journal Midi Libre, le conducteur avait consommé du cannabis avant l'accident. Alors, en termes de fonctionnement global, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas que l'étude d'Unodine, qui était une étude longitudinale, il y a une autre comté qui s'appelle Christchurch. Et donc, cette étude longitudinale de Christchurch a montré que la consommation de cannabis à l'adolescence était significativement associée à la survenue de résultats scolaires plus faibles, en particulier le risque plus élevé d'abandon scolaire, sans qualification, et le risque plus élevé de ne pas poursuivre des études supérieures, de ne pas obtenir de diplôme universitaire. Comme on sait que l'échec scolaire est un facteur de risque de consommation et aussi de dépendance au cannabis, il y a clairement un cercle vicieux qui peut s'installer, c'est-à-dire que l'échec scolaire va favoriser la dépendance, la consommation et la dépendance au cannabis, et celle-ci va en retour aggraver l'échec scolaire. Et puis, cette étude longitudinale montre que la consommation de cannabis est associée à des statuts socio-économiques plus défavorables plus tard, et globalement une moins bonne satisfaction de la vie. Et il y a d'autres études là que j'ai citées en bas qui vont dans le même sens. Donc, en conclusion. Donc, la question qui nous avait été demandée donc, pour cette expertise collective, c'était quels sont les effets néfastes du cannabis pour la santé, notamment chez les jeunes. Le cannabis n'induit pas de surdose, il n'y a pas de mortalité directement liée au cannabis, on l'a vu, c'est surtout ça peut être lié aux accidents. Les troubles induits par le cannabis les plus fréquents, c'est plutôt des troubles cognitifs qui sont fréquents, mais qui sont globalement réversibles à l'arrêt de la consommation, mais qui, chez certains sujets qui ont commencé précocement à l'adolescence, qui est une phase de maturation cognitive, émotionnelle et sociale, par le biais d'un remodelage de la connectivité des circuits neuronaux, ça va avoir un impact, puisqu'il va y avoir un petit différentiel ultérieur. On voit de plus en plus des jeunes, très jeunes, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, consommer du cannabis. La dépendance est fréquente, ça touche à peu près, au cours de leur vie, 1% de la population. La dépendance, elle est favorisée, là encore, par la précocité de la consommation. Les comorbidités addictologiques et psychiatriques, elles sont fréquentes. Le cannabis, ça peut précipiter les troubles psychotiques, c'est un effet qui est rare, mais qui est grave.
Et donc, toute la problématique, c'est la problématique de la maturation du système nerveux à l'adolescence, puisque vous savez que le système endocannabinoïde, qui physiologiquement sert à la maturation du système nerveux, particulièrement lors de la gestation et à l'adolescence, a un rôle très important lors de la phase de développement cérébral, et notamment parce qu'il module d'autres neurotransmetteurs. Et le système endocannabinoïde, et dont vous savez, dont on connaît au moins 2 neurotransmetteurs et plusieurs récepteurs cérébraux, CB1, CB2, CB3, et notamment des neurotransmetteurs qui sont des endocannabinoïdes, qui ont des demi-vies courtes, alors que le delta-9-THC a une demi-vie longue. Et les endocannabinoïdes ont une influence sur le développement des neurones au niveau de la prolifération, la migration, la différenciation, la morphogénèse, la synaptogénèse des neurones, l'arborisation dendritique et l'élongation, la migration axonale. C'est-à-dire que lors de la maturation dendritique, notamment, elle est altérée par le delta, elle peut être altérée notamment par le delta-9-THC qui vient se fixer en lieu et place des endocannabinoïdes qui ont une demi-vie courte alors que le delta-9-THC a une demi-vie longue. Et donc il y a beaucoup de recherches depuis quelques années sur des modèles animaux dans des laboratoires pour essayer d'explorer ces mécanismes. Et je terminerai, j'ai emprunté cette diapositive à des neurobiologistes pour synthétiser l'impact délétère du cannabis chez les très jeunes, puisque comme vous voyez, le système endocannabinoïde favorise la maturation cérébrale, tout particulièrement lors de la gestation, mais aussi tout particulièrement à l'adolescence. Et là où il y a des petits éclairs, là, la prise concomitante, soit de cannabis par la mère alors qu'elle est enceinte, soit de cannabis par les jeunes sujets à l'adolescence, peut interférer avec la maturation cérébrale normale. C'est des choses relativement subtiles qui vont pas avoir les mêmes altérations chez tout le monde. Certains sujets vont être plus vulnérables que d'autres, et peut-être ce n'est pas les plus nombreux, mais en tout cas, ceux-là vont avoir peut-être un petit handicap par rapport aux autres qui ont commencé plus tard ou qui n'ont pas jamais consommé. Et il y a beaucoup de recherches, là, pour conclure, qui recherchent des effets de recherche neurobiologique autour de ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.